Merci beaucoup, Philippe et Christina et Daniel et Biche. Merci à vous tous pour être ici avec nous pour Engadine Art Talk. Et avant qu'on commence, un très chaleureux bienvenue pour Simone Fattal. Nous sommes aussi très ravis, comme a dit Christina, que c'est une collaboration avec Art Review. Comme on disait avant, Engadine Art Talk, c'est Art Review, ça fait 1 plus 1 égale 11. Et évidemment, nous tenons à remercier le Centre Georges Pompidou et Lafayette Anticipation. Et c'est vraiment un rêve qu'on peut avoir Simone Fattal avec nous. C'était toujours un rêve depuis beaucoup d'années d'inviter Simone aux Engadine Art Talk. Et Simone, je pensais peut-être par rapport à l'espoir, non, on va avoir une conversation et après, ça va se faire en 2 parties. On aura aussi une lecture de poésie. Simone va nous faire une lecture. Mais pour cette première partie sur la conversation, je voulais commencer par les commencements, puisque Gerhard Richter nous a toujours dit que l'art est la plus haute forme d'espoir, non? Et donc, je voulais savoir, et ça c'est évidemment vrai pour la poésie aussi, nous avons eu beaucoup de conversations à travers ces années lors de notre longue amitié, et je me suis dit que peut-être ça serait bien que tu nous dis comment tu es arrivé à l'art. Comment ça a commencé? Comment tu es arrivé à l'art? Comment tu es arrivé à la poésie? De commencer par les commencements. Alors, par le commencement, je dois dire que j'ai commencé par la poésie parce que, en fait, on va tous à l'école et on vous met en contact avec les poètes et les poèmes. Et ça a été tout de suite un coup de foudre, même un grand amour. Et la poésie m'a toujours accompagnée dans tous les moments. En fait, la poésie doit être tout le temps là. C'est un compagnon qui vous donne de l'espoir, même quand le poème est triste et que le poète lui-même a eu une vie très difficile, ce qu'ils ont en général. Mais ce sont des mots qui sont absolument indispensables à la vie, je pense. Et de la poésie, de la littérature après, j'ai connu l'art beaucoup plus tard. J'ai connu l'art occidental, on va dire. Je l'ai connu à 16-17 ans. Je n'avais pas vu vraiment d'art avant, dans le sens où on l'entend. Et moi, j'ai grandi dans une maison où il y avait des tapis partout, sur les murs, sur les sofas, par terre, à droite, à gauche, partout. Donc, c'est cet art-là qui m'a formé, je vais dire, l'art abstrait et géométrique. Et si on parle en partant de la citation là, de Gerhard avec l'art comme plus haute forme d'espoir, ça nous amène aussi à la citation de Ethel Adnan qui disait « The world needs togetherness, not separation, love, not suspicion, a common future, not isolation ». Ethel nous a dit que le monde a besoin de plus que jamais avant. Aujourd'hui, le monde a besoin d'être ensemble et non de séparation, d'amour et non de suspicion, et d'un futur commun et non pas d'isolation. Dans ce contexte, non, de hit sur l'espoir, je voulais savoir quel était ton espoir pour un futur commun. D'abord, je vais commencer par l'espoir. Moi, je crois que être vivant, c'est avoir de l'espoir. On ne peut pas vivre en se croyant complètement désespéré. C'est impossible. C'est comme le bois. Si on travaille le bois est vivant. S'il est mort, on ne peut rien en faire. Et je crois que l'espoir, sans que nous le sachions, fait partie de nous-mêmes. Et que, voilà. Alors, heureusement qu'on a ça, parce qu'on a des circonstances terribles tous les jours. Mais dans mon travail personnel, je fais, comme tu sais, ces grands guerriers debout, l'homme debout. Il est véritablement... il veut se battre pour un avenir meilleur. C'est ça. Et je considère la phrase d'Ethel comme étant indispensable à la vie en commun, à la vie sur Terre. Je pense vraiment à cette phrase tous les matins en me réveillant. On a aussi parlé
à Venise, puisque il faut qu'on parle de ton exposition formidable à Venise en ce moment, qui était organisée par Barbara Casavecchia à TBA 21. Et cette exposition parle de la pluralité, mais de la pluralité pas comme une menace, mais plutôt comme une opportunité. Et donc, à cette nécessité de réfléchir et d'échanger. Il y a notamment le titre de l'exposition que Thus Waves Come in Pairs, non? C'est un poème d'ailleurs de Ethel, de Sea and Fog. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette exposition et comment ça connecte à Sea and Fog? Oui, l'idée de Barbara Casavecchia était justement de parler de la Méditerranée. Et nous avions discuté également avec Ethel de la Méditerranée comme non seulement un lieu, mais un concept. C'est un lieu qui a été toujours au milieu des échanges entre les peuples et qui était un indispensable passage pour la culture, de passer de l'Égypte à la Grèce, de la Grèce à Rome, la Méditerranée a porté la civilisation depuis toujours. Et c'est cet aspect de la Méditerranée que j'ai voulu montrer dans mon exposition, c'est-à-dire les échanges entre l'Orient et l'Occident qui passaient forcément par cette mer. Et aussi en parlant plus précisément de Venise dans cette exposition, parce que Venise a été le symbole de cet échange, de cette collaboration. Et récemment, on s'est promené ensemble au Louvre. On a fait ce projet ensemble avec Donatien Grau, où j'ai en fait une sorte de remake du livre de Pierre Schneider, qui dans les années 60 avait visité le Louvre avec des artistes pour que chaque artiste donne un peu sa promenade au Louvre. Et on a parlé aussi là de l'espoir et aussi lié à la longue durée, non? L'idée que l'art peut d'une certaine façon nous libérer, comme disait Roman Kaczarnik, du short-termism, non? Du moment, et penser de la longue durée. Et tu nous as amené pendant cette promenade que vous allez tous pouvoir lire, puisque ça va être publié comme livre. Tu nous as amené d'ailleurs dans le département d'Antiquité orientale, où il y a cette statue qui est un gazelle qui jusqu'à ce jour la plus ancienne œuvre du Louvre. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ça? Oui, alors la plus ancienne œuvre du Louvre, ce sont 2 sculptures de personnages debout, comme j'ai déjà dit, me concernant. Ils viennent de Jordanie, de ce qui est aujourd'hui la Jordanie, et ils sont formés par... c'est pas de l'argile en tant que telle, c'est un magma de paille, d'argile, de petits gravats, et ils ont des yeux extraordinaires qui regardent. Et c'est ça qu'en fait, ces premières sculptures en Orient, 3000 ans avant Jésus-Christ, 4000 ans avant Jésus-Christ, c'était toujours des gens qui ont des yeux qui regardent le monde et qui regardent au-delà. En fait, ils veulent voir pas seulement le monde, mais le créateur du monde. Et ce sont des leçons extraordinaires de regarder ces antiquités orientales, parce que, comme tu dis, elles portent en elles tout ce qui va arriver après. C'est-à-dire c'est une histoire qui va continuer et qui va être relayée par les artistes et reprise à chaque génération pour dire la même chose autrement. En fait, c'est ça là. Merci beaucoup. Et en fait, pour ces thèmes, non, ce qui est toujours le cas avec les Engadine Art Talk, c'est que c'est complètement pluridisciplinaire. Et je me rappelle toujours, on trouve toujours le thème, c'est assez mystérieux pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais on trouve toujours le thème pour l'année prochaine pendant le déjeuner du jour de la conférence. C'est comme un rituel, non? Et je me rappelle que lors de ce déjeuner à Zurich, Bice nous a parlé de cette idée que Ernst Bloch était aussi venu au Engadine, non? Et qu'évidemment, Ernst Bloch a écrit Le principe de l'espoir. Et je suis d'ailleurs très touché d'être ici à Paris aujourd'hui avec Bice, puisque tout mon voyage parisien a vraiment commencé avec Bice, puisque
la toute première exposition de ma vie, non, après avoir fait la cuisine, non, j'ai fait une exposition dans ma cuisine, very do-it-yourself, mais la toute première exposition institutionnelle, c'était avec Bice, quand Bice m'a invité de faire une expo Emma Kunz, ici au Centre culturel suisse, d'ailleurs à Paris. Et donc, en parlant de Ernst Bloch, non, du principe de l'espoir, on a beaucoup parlé de livres. Et Engadine Art Talk, c'est toujours un dialogue entre art, littérature, poésie, théorie. Comme d'ailleurs aujourd'hui, vous auriez plusieurs présentations d'écrivains, de philosophes. Et ça, c'est évidemment vraiment au cœur de ton travail, Simone, puisqu'il y a ton travail d'artiste, il y a ton travail d'écrivain, il y a aussi ton travail d'éditeur de la Poste Apollo Press. Et c'est intéressant, puisqu'en fait, les manifestations d'un voyage, l'exposition à Porticus, est aussi un tout petit peu liée à ça, non, à toutes ces dimensions. Donc, je voulais peut-être te demander de nous parler un peu de ça en général, mais aussi plus spécifiquement de cette exposition tout récente qui a lieu à Porticus à Francfort. Eh bien, j'ai voulu à Porticus, comme j'avais fait à Venise, faire une exposition qui était quand même reliée au lieu où se tenait l'exposition. Le Porticus, comme vous devez savoir, c'est un charmant bâtiment qui est au milieu de la rivière et qui est sur l'île où il se tient. Il y a énormément d'arbres et donc la nature est absolue. C'est l'écrin dans lequel se tient l'exposition. Donc j'ai voulu parler tout de suite des arbres et de la nature. Et cela m'a conduit à mes thèmes favoris, c'est-à-dire l'art oriental ancien. Dans l'épopée de Gilgamesh, il y a le personnage de Humbaba qui était le gardien de la forêt. Et la première chose que fait Gilgamesh, malgré le fait qu'il est un grand héros, c'est d'aller tuer le gardien de la forêt pour avoir accès aux arbres. Comme quoi, rien n'a changé depuis 5000 ans. Et donc, j'ai fait les arbres qui répondaient aux arbres qu'on voyait par la fenêtre et ce personnage de Humbaba. Et donc, mais les curatrices ont voulu montrer également mon travail d'éditeur. C'est-à-dire, ils ont rassemblé tous les livres que j'ai publiés, qui sont en gros dans la majeure partie des poètes. Et ça, c'était vraiment très beau. On peut pas, la poésie ne peut pas être séparée des arts. Elle est complètement constitutive des arts. Souvent, on dit qu'un peintre qui fait des choses avec de la poésie. On ne dit pas le contraire, par contre. Donc, c'est la poésie qui sous-tend énormément notre pensée. D'abord, tout le monde a aussi une éducation religieuse. Tous les textes anciens et fondateurs contiennent de la poésie. C'est comme ça. Parce que c'est une façon, la poésie, une façon tellement rapide de vous donner une idée, une sensation et une chose importante que c'est ça qu'on retient. Donc c'est ça qui constitue notre façon de penser. Et en parlant d'espoir, l'espoir c'est évidemment toujours aussi formidable nouvelle génération, non? Et je vois beaucoup de jeunes artistes ici aujourd'hui dans cette conférence. Et peut-être donc je voulais te demander, parce que Rainer Maria Rilke, il a fait ce magnifique petit livre qui est le conseil à une ou à des jeunes poètes. Donc je voulais savoir ce qui en 2023 serait ton conseil à tes jeunes artistes, poètes. C'est drôle parce que hier, je parlais de Kurosawa qui était venu à San Francisco. Nous avons à San Francisco fait un prix de cinéma au nom de Kurosawa. Et donc Kurosawa est venu à la première assemblée et on lui a demandé quel est le conseil que vous donneriez à un jeune cinéaste. Et il a dit d'écrire absolument, scène par scène, tout le scénario. Ce qui est contraire à beaucoup de jeunes qui croient qu'ils peuvent prendre leur caméra et juste être spontanés. Et donc,
Ben, moi, je dirais, pas comme lui, parce que ce n'est pas le même médium ni rien, mais certainement d'étudier très, très profondément ce qu'on veut dire. Être très sûr de son intention. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à un résultat. Simone, merci infiniment. Un grand applaudissement pour Simone Fatal. Et maintenant, nous aurions la lecture du poème que Simone va nous présenter. Simone va lire un poème de Ethel. C'est un poème, c'est un extrait du livre Night. Bon, je vais le lire en anglais parce que c'est original. Standing trees sleep in this forest that created the night when the moon was looking elsewhere. Gone the sailboats, the sea, in this obscurity that's keeping no promise. A field of rose bushes has been flattened by the wind. Shadows strangely resemble yesterday's trees, yesterday's and tomorrow's being the walls of our prisons. Those shadows have landed us into taxis and houses, telling the light to stay outside. But the moon was right not to bother. The wedding of history with the coffee we drink in our ever-shrinking days awakes our need to reinvent love. Empty shells lie on the beach in hours always uncertain. The Indian will not cut the grass because he says that's his mother's hair. And I assured him that I will not break a stone because that might well be his spirit's house. Philosophy brings us back to simplicity. Now waves of roses are blanketing memory, but childhood's desire to enter time's core remains. Nothing is stirring. Grass grows differently than words. In those words, infinity's infinity. The wish to inhabit storms leads to cities in flames. Traces turn into signs, and thinking precedes itself in the deep recesses of the brain. Bodies are always naked under their clothes. Words melt in reflections. That's why there's a uselessness to this night, to my missing the river, to the delaying of love. Light is picking up momentum in the vicinity of the oaks that cover this property, this silence. Not to be able to climb up a mountain, run from this place to the next, see things improving for friends or nations, or even desire a clear day not to stop the torture. But this late afternoon, the fallen leaves were soft. Walking on them didn't seem to hurt any. They were friendly. I went a long way. What happened later was of no importance. Born in a sealed womb where night is origin, I will say that something always remains from anything, even from nothingness. Bitterness, thoughts swarming in as we move on smooth surfaces, though derailed here and there or swim against the current, see the brain creates lines of strawberries, banks of whales, angels in profusion. The world came into being and didn't ask for maintenance,
Was it then pure mind? Those early hours still resonate as an echo, a breeze under the apple trees. There was no need to rebel. Thank you so much. Encore un grand remerciement à Simone Fattal.